Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture avec mes lectures du mois de février. C'est presque le dernier, mais pas tout à fait. Dans le prochain update, je finirai mes dernières lectures Enfin, je vous présenterai mes dernières lectures de février et je commencerai enfin à vous parler de mes lectures du mois de mars, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour le prochain update, enfin update lecture du coup. Donc là, de nouveau, 4 petits livres jeunesse à vous montrer. C'est des livres que je vous ai montrés en vlog, notamment dans le vlog 7 jours, 8 livres que j'ai fait, même tous. Je pense que je vous les ai tous montrés dans ce vlog là. Voilà, si jamais vous avez vu ce vlog là, c'est ces livres là. Et puis sinon, eh bien on y va. Le premier c'est Harper et le parapluie rouge de Carrie Burnell et illustré par Laura Ellen Anderson. Laura Ellen Anderson étant l'autrice des Amelia Fong. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre là. C'est un peu une réécriture du genre de flûte de Hamelin, pour ceux qui connaissent. C'est écrit nulle part et c'est pas vraiment présenté comme ça, mais moi vraiment je l'ai pris comme ça. En gros ici on va suivre Harper, une petite fille, je sais pas, elle doit avoir 8-9 ans. Par là, elle vit dans un immeuble avec sa tante. On ne nous parle pas de ses parents, même si on comprend que ses parents sont disparus, au sens décédés. Il y a quelques temps maintenant, Harper a l'air de bien le vivre. C'est peut-être pas le mot, mais tu sens que ça date pas d'hier, leur décès, en gros, et puis c'est pas la thématique du livre. Donc elle vit avec sa tante. Au tout début du livre, sa tante part. Alors elle va revenir, hein, mais elle a un voyage d'affaires, un truc à faire assez loin. En gros, elle doit partir tôt de la maison et donc elle laisse Harper se débrouiller un petit peu toute seule. C'est rien de dramatique, elle va revenir, pas de problème. Et on est dans une ville où il pleut beaucoup. Il y a différentes forces de pluie avec des noms qui lui sont donnés. Et vraiment, il pleut quasiment tous les jours, tout le temps. Parfois c'est un tout petit peu, parfois c'est plus fort, parfois c'est des grêlons. Mais il pleut quasiment tous les jours. Et problème, juste avant que sa tante ne parte, Harper casse ou perd son parapluie. Je sais plus. Et donc sa tante lui dit, bon bah d'accord, tu peux utiliser le parapluie rouge de tes parents. Donc sa tante s'en va, Harper récupère ce parapluie rouge et va découvrir que ce parapluie rouge, si elle n'avait pas le droit de s'en servir, c'est parce qu'il a une particularité un peu magique en fait. Donc voilà, elle va essayer d'utiliser ce parapluie à peu près correctement, même s'il est magique. Et dans le même temps, elle va découvrir que les chats disparaissent dans son immeuble et elle va enquêter là-dessus avec d'autres enfants de son immeuble. On a d'ailleurs pas mal d'inclusion dans cette histoire puisqu'elle va enquêter notamment avec un garçon qui a un handicap. J'ai trouvé ça très chouette, vraiment. C'est pas le livre du siècle et honnêtement là ça commence à faire un moment que je l'ai lu et j'en ai plus trop de souvenirs. Mais j'ai passé un bon moment, c'est le premier livre que j'avais lu pour le 7 jours 8 livres et j'ai trouvé ça assez cool, peut-être un tout petit peu trop long, encore que, et franchement j'ai passé un bon moment. Il y a des petites illustrations comme ça et puis il y a des pattes de chat de temps en temps parfois sur les pages, comme ça, oui. J'ai trouvé ça assez chouette, vraiment, vraiment intéressant et il y a quand même ce côté enquête et puis il y a quand même un grand méchant derrière la disparition de tous ces chats. Et aussi, par rapport au genre de flûte de Hamelin, la musique a quand même son importance dans l'histoire. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais si c'est pour moi une réécriture du genre de flûte de Hamelin, c'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, il est question de musique et d'instruments de musique, notamment dans l'immeuble. Il me semble que dans l'immeuble, il y a genre une école de danse avec un piano et quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui a pas mal d'instruments chez lui, et donc il y a toute cette connexion avec la musique. Franchement l'univers est quand même assez riche, assez dense, l'histoire est chouette. Il m'a manqué peut-être un petit truc pour m'attacher encore plus à Harper et être vraiment avec elle dans l'histoire. Là j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de distance entre elle et moi, je ne saurais pas dire à quoi c'est dû, mais n'empêche que j'ai été au bout et que c'était une histoire sympa. Ensuite j'ai lu Ténébria, le tome 3, La Vallée des Mystères de Fabrice Collin et Gérald Gerlet, et à chaque fois que je lis ce titre j'ai la voix dans Harry Potter là, je sais pas si vous avez la ref mais bref, j'ai ça dans la tête, des étages de mystères. Bref, c'est ridicule. Mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter ici. Donc c'est un tome 3, mais vous pouvez le lire dans le désordre. Franchement, vous pouvez lire les 3 tomes dans le désordre. Dans chacun des tomes, on a 2 petites histoires.
qui même entre elles n'ont rien à voir, vraiment. En gros ici on suit 4 enfants, donc ils sont écrits au début. Une vampire, un fantôme, un squelette et un démon, plus un arbre qui parle, mais l'arbre est franchement pas très présent. En gros, ces 4 enfants vivent dans un manoir, leurs parents sont partis faire un espèce de voyage, de tour du monde pendant hyper longtemps, et les enfants se débrouillent tout seuls. Mais c'est des enfants hyper responsables, qui vont à l'école tous les jours, qui font leurs devoirs, qui s'habillent, qui se lavent, qui mangent, hyper responsables, vraiment. Et nous, on a des petits moments de leur vie, en fait, des petites histoires sur eux, enfin avec ces personnages à chaque fois. Et ici, dans la première histoire, il y a un terrien qui arrive dans cet univers-là, avec cette vampire, ces fantômes, etc. etc. Alors, les enfants sont très contents de le découvrir, ils ont en même temps un petit peu peur, et puis assez rapidement, ils vont se rendre compte que l'humain, il peut pas rester là, en fait, il faut qu'il rentre chez lui, parce que c'est dangereux pour lui quand même, et parce qu'il a une vie en fait à retrouver tout simplement. Et donc toute la thématique de cette nouvelle, c'est comment le faire rentrer chez lui, parce qu'ils l'ont fait venir sans faire exprès, sans le vouloir, et donc il faut qu'il le fasse rentrer chez lui, mais il faut trouver comment. Voilà, c'est ça l'histoire. Franchement j'adore cet univers, c'est un univers hyper cool, hyper fun, il y a des illustrations comme ça, voilà. Là il y a un dragon, trop fun n'est-ce pas? Et puis il y a des grandes illustrations comme ça aussi, j'adore cet univers. Bref, et dans la deuxième histoire, leur maîtresse a disparu. Et, ils ont une remplaçante, une nouvelle maîtresse, sauf que la vampire est c'est un petit peu la première de la classe, elle est un petit peu ce côté faillotte, ce côté Hermione Granger. Voilà. Et du coup, la remplaçante, elle l'aime pas du tout, ça passe pas du tout avec la remplaçante. Donc elle se dit, c'est bizarre que la maîtresse elle soit pas là, moi je veux que la maîtresse elle revienne parce que la maîtresse elle m'adore, avec la maîtresse je suis la première et avec elle là ça marche pas du tout. Donc elle veut comprendre pourquoi la maîtresse a disparu. Donc elle part à la recherche de la maîtresse, sauf que c'est une petite fille, je rappelle. Ses camarades essayent de l'empêcher, essayent de l'aider, mais ça marche pas. Et donc on va suivre cette espèce d'enquête de où est la maîtresse, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est pas là, pourquoi elle a dit qu'elle était malade, est-ce qu'elle est réellement malade. Et franchement au bout d'un moment tu te mets à poser des questions en mode est-ce qu'il est vraiment arrivé un truc grave, est-ce qu'elle aurait raison cette petite vampire, qu'est-ce qu'elle va découvrir. Vraiment il y a des fois j'ai eu peur pour elle en mode mais qu'est-ce qu'elle va découvrir, c'est flippant. Franchement j'adore ces petites histoires, j'adore ces 3 livres, parce que là du coup c'est le 3e pour moi. Je suis dégoûtée parce qu'il n'y en a pas d'autres et qu'a priori il n'y en aura pas d'autres. Bah voilà, les 2 premiers tomes sont là, je vous les montre, ils sont très beaux aussi. Donc le manoir Darkshire c'est le tome 1 et les créatures de Sombre Lune c'est le tome 2. Je vous le dis au cas où vous n'avez pas eu le temps de lire ou eu la flemme. Franchement je vous les recommande, enfants, adultes, adolescents, pour qui vous voulez. Moi j'adore ces livres. Et puis alors les objets livres en hardback comme ça sont absolument magnifiques. Je suis fan. Ensuite j'ai lu À nous la Bastille de Anne Loyer. C'est un livre qui fait partie d'une saga chez Pulp Fiction, mais en fait c'est une saga dans laquelle chaque livre est écrit par des auteurs et des autrices différentes et se passe à des époques différentes. Du coup je sais pas trop pourquoi c'est considéré comme une saga. Je pense que c'est plus une collection, mais sur Booknote ils l'ont mis en mode saga, mais bref. En gros ici on va suivre 2 jeunes hommes, un premier qui est crieur de rue, en tout cas il est vendeur de journaux, on est dans le Paris de juillet 1789, mais tout début juillet 1789, ça va arriver la révolution et tout ça, mais au moment où le livre démarre, c'est pas encore le cas. Donc on est en juillet 1789 à Paris, et donc les enfants travaillent. On est sur un crieur de journaux, en gros il récupère les journaux imprimés le matin chez son patron, et il va dans la rue crier les titres pour vendre les journaux. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Voilà, donc c'est ça qu'on suit. Et au tout début du livre, il va avoir un accident de voiture, donc avec une voiture tirée par des chevaux, évidemment, et rencontrer un autre petit garçon. Et cet autre petit garçon, qui est apprenti boulanger, lui, a reçu une lettre et il sait pas lire, en fait. Du coup, il se dit, toi t'es crieur de journaux, tu sais lire, est-ce que tu peux lire ma lettre et m'aider, tu vois. Et donc, notre personnage principal va lire cette lettre, et il va pas s'arrêter là, en fait, nos 2 garçons vont à partir de là enquêter sur le contenu de cette lettre. En fait, le contenu de cette lettre, c'est des informations personnelles sur la vie privée du petit garçon. J'ai pas leur prénom. Le premier c'est Luc, et le deuxième c'est Félix. Donc la lettre a des informations personnelles et privées sur la vie de Félix.
Et les deux petits garçons vont enquêter là-dessus. Sauf que ce que eux ils savent pas, mais que nous on sait, c'est que la Révolution française est très proche. Alors ils s'en doutent parce qu'ils ont les infos dans les journaux, il y en a quand même un qui vend les journaux, donc ils voient les infos passer, mais ils savent pas à quel point la Révolution est près et proche d'eux en fait. Alors que toi quand tu lis le livre tu le sais, puisque ce livre démarre genre on est le 7 ou 8 juillet. Truc comme ça, on est littéralement à une semaine de l'explosion. Eux, ils n'ont pas cette info précise, mais voilà. Et c'est ça qu'on suit. En fait, on suit une aventure de deux jeunes garçons à travers les rues de Paris de 1789. Cette enquête, cette course-poursuite dans la ville, vraiment. Et en même temps, tu vois les éléments en fond où tu te dis, ah oui, la révolution est proche, là, genre vraiment, ça... 10 juillet, 11 juillet, 12 juillet, je peux pas un dessin, ça va arriver, tu vois. Et en lisant, en fait, tu vois leur histoire à eux, leur enquête à eux, comment ça va entrer en collision littéralement avec le 14 juillet. Vraiment, franchement j'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai vraiment passé un bon moment. En plus à un moment donné dans le livre, je dirais vers la moitié, peut-être un peu après, il y a un twist que j'ai pas vu venir, une révélation sur l'un des deux personnages principaux. Et franchement j'ai trouvé ça trop cool, c'était génial, j'ai passé un trop bon moment. Faut que je lise plus de livres comme ça, mais là récemment j'en ai lu plusieurs, des livres qui se passent à peu près à cette époque-là dans Paris, et franchement j'adore, je trouve ça hyper cool. Donc il faudrait que j'en trouve d'autres, si vous en connaissez d'autres, franchement je veux bien que vous me les laissiez en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment, et alors celui-là était trop cool. Et pour le dernier, on reste à Paris, puisque c'est Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur, le tome 2, Le Vampire de la Tour Eiffel, de Amélie Sarn et Laurent Andouin. Alors ici, je sais pas en quelle année on est clairement pas en 2020, 2022, 2025, mais je saurais pas trop dire en quelle année on est. On va suivre Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est le prénom du personnage principal ici, qui doit avoir 10-11 ans par là. Il vit dans un immeuble avec sa tante à Paris, juste à côté du cimetière du Père-Lachaise. Et en fait, dans le tome 1, il a aidé une jeune fille qui avait peur dans des fantômes du Père-Lachaise. Et ici, il va aider une autre habitante de son immeuble toujours, qui, a priori, aurait des liens avec un vampire. Et ici, on n'est pas sur un vampire mignon, enfin un vampire gentil, un vampire sexy, non, on est sur un vampire méchant. Très méchant même. Et donc le petit garçon va essayer d'aider cette habitante. C'est un peu, je pense, le mode de construction de chaque tome de la saga. On a Sacré-Cœur qui va aider, enquêter sur un des habitants de l'immeuble pour le sauver d'un fantôme ou d'un vampire dans les tomes 1 et 2. En l'occurrence, j'avais été déçue par le tome 1. Je retire mon marque-page, pardon, excusez-moi. J'avais été déçue par le tome 1 parce que le tome 1, donc c'est les fantômes du Père-Lachaise, et je voulais vraiment, dans le tome 1, avoir cette ambiance de cimetière de fantômes, en plus au Père-Lachaise, qui est quand même un cimetière mythique, enfin, je veux dire, c'est le Père-Lachaise, vous voyez. Et j'ai pas trouvé ça du tout, parce qu'en fait, l'histoire se passe dans l'immeuble de Sacré-Cœur et pas au Père-Lachaise. Donc, le tome 1, vraiment, j'ai été déçue, parce que j'y ai pas trouvé ce que je voulais. Et je m'étais dit, je vais quand même tenter le tome 2. Si ça passe toujours pas, j'arrêterai, sinon je continuerai. Et je vais continuer parce que c'est quand même des histoires, c'est sympa, c'est fun, ça se lit vite. Pour les enfants, franchement, c'est chouette, je pense. C'est illustré en couleur comme ça. Et ouais, ça se lit hyper vite. Alors évidemment, pour moi, ça se lit hyper vite parce que bon, bah, j'ai 31 ans aujourd'hui. Vous voyez, à un moment donné, voilà. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Le personnage principal est hyper cool, hyper intelligent. Il invente des choses, il crée des machines. Il a des réflexions vraiment hyper intéressantes. Et en même temps, il y a une histoire, un enjeu en mode si tu l'aides pas, bah, le vampire il va la tuer, quoi, en gros. Enfin, vraiment, t'as ce petit côté suspense. Alors, moi je suis une adulte, donc je sais que ça va bien finir, tu vois, parce que c'est un livre jeunesse. Mais pour les enfants, ça doit être vraiment hyper cool à lire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas peur du livre et peur du vampire, t'as peur pour le personnage. Ce qui est pas le même genre de peur et ce qui est un peu plus rassurant pour les enfants notamment. Franchement, c'est hyper bien fait de ce côté-là, je trouve ça hyper cool et il faut que j'achète la suite. Voilà. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. J'espère que cette lecture vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.